à tous, bonjour, c'est Mediapolis, le rendez-vous qu'Europe 1 vous propose chaque semaine pour scruter les rapports ô combien incestueux parfois entre médias et politiques. Mediapolis l'actu, Mediapolis les brèves, les obsessions présidentielles. Mediapolis.net avec Arnaud Champremier-Trigano et notre dossier. Notre dossier, Le Pen, la paire, avec Le Pen, le père. Sur Europe 1, Michel Field, Olivier Duhamel. Mediapolis. L'actualité. J'ai dit en substance que je déplorais l'usage disproportionné de la force. Nulle part figure dans vos déclarations une condamnation des violences. À aucun moment vous n'avez employé le terme d'usage disproportionné de la violence. Vous avez dit que vous déploriez ces violences. Vous n'avez pas cité le gouvernement tunisien une seule fois pour regretter les méthodes qu'il employait. Et vous avez fait état très concrètement d'une proposition et à plusieurs reprises de coopération policière. Ces propos étaient totalement déplacés, étaient choquants et ont normalement choqué. Voilà, Michel Alliot-Marie mardi face à la commission de l'Assemblée nationale et Gaëtan Gors toujours dans cette commission. C'est la polémique de la semaine. Oui, d'ailleurs, là on en a pris la substantifique moelle, c'était une audition de la Commission des Affaires étrangères, puis c'était une audition croupion, puisque les représentants de chaque groupe n'avaient que 2 minutes pour parler, et ne pouvaient pas répliquer. Il n'y avait pas de droit de suite, il n'y a pas eu de vrai échange dans n'importe quel autre parlement européen, britannique, américain, ça ne se serait pas passé comme cela. Simplement, sur le cœur de l'affaire, Michel Alliot-Marie a voulu donner une nouvelle lecture de ces propos qui avaient tellement choqué, en expliquant que c'était des propos qui étaient provoqués par le fait qu'elle était bouleversée par le tir à balles réelles et qu'elle appelait à ne pas faire cet usage excessif de la force. Et Gaëtan Gors la reprend et lui dit: il n'y a rien de tel dans vos déclarations, ce qui fait que, en s'obstinant d'une certaine manière, Michel Alliot-Marie s'est un peu enfoncé. Qu'est-ce que vous pensez de cette discussion, pour ne pas dire de cette polémique, Jean-Marie Le Pen? Oui, mais écoutez, j'ai l'impression que toutes les autorités politiques françaises, qu'elles soient de gauche ou de droite, entretenaient des rapports quelquefois très étroits avec Ben Ali. Sa dictature étant, semble-t-il, considérée comme quelque chose d'assez banal, d'assez normal dans ces pays, et surtout la crainte de l'islamisme, de la prise de pouvoir par les islamistes encourageait, je pense, les Français, enfin les autorités en tout cas, à avoir une attitude plutôt indulgente à l'égard de Ben Ali. Vous partagiez ce point de vue, que c'était finalement un gouvernement relativement modéré par rapport à ce qui pourrait se passer? Ce que je crois, c'est que la forme de démocratie parlementaire qui est la nôtre n'est pas forcément celle qui est adaptée à ce genre de pays, et on constate en tout cas que dans bien des cas les dictatures s'imposent sans être contestées par les autres pays du monde. Et là, il y a un mouvement quand même populaire qui réclame de la démocratie. Tout à fait. Et ça, vous l'encouragez, vous êtes satisfait de ça? Le peuple a parlé. Ce que je souhaite, c'est que la situation ne se dégrade pas et n'aboutisse pas, comme ça a été le cas malheureusement en Irak ou en Iran, par la dictature, une autre dictature, celle des talibans. Mais pour l'instant, Jean-Marie Le Pen soutient la révolution du jasmin. Je n'ai pas à la soutenir, je ne suis pas dans mon pays, j'ai un regard d'observateur amical, puisqu'il s'agit d'un pays ami, dont il est d'ailleurs assez surprenant de voir ces violences, s'agissant d'une population qui est plutôt une population calme et ouverte en quelque sorte. Europe 1, Mediapolis. L'actualité. Il fallait absolument supprimer l'audition libre. C'est une bonne chose. La présence de l'avocat en garde à vue est fondamentale, essentielle. Du début à la fin, avec le droit pour l'avocat d'intervenir, d'interroger, de répondre aussi aux questions, d'avoir accès au dossier, parce que les erreurs judiciaires, elles se fabriquent en garde à vue. Il faut que l'on dise à celui qui est gardé à vue qu'il peut garder le silence jusqu'à ce que son avocat arrive. Il faut que les gardes à vue soient confiés à des magistrats indépendants, des magistrats du siège. André Valigny, député socialiste de l'Isère, avec Jean-Pierre Elkabbach, mercredi. Alors sur cette réforme de la garde à vue, imposée notamment à cause de la décision du Conseil constitutionnel, vous avez disons 3 points de vue. Vous avez le point de vue d'une fraction des policiers qui est très hostile à la présence de tout avocat en garde à vue. Vous avez le point de vue qu'on vient d'entendre d'André Valigny et des socialistes ou de la gauche en général, qui est non seulement la présence de l'avocat, mais avec tous les droits d'intervenir à tout moment dans cette garde à vue et que le contrôle en soit confié seulement au magistrat du siège. Et puis vous avez la position de compromis qui a été adoptée, dans lequel l'avocat est présent mais ne peut pas intervenir à tout moment, et dans lequel, au moins dans un premier temps, c'est le procureur, c'est le parquet et pas les juges du siège
siège qui contrôle la garde à vue. Quelle est votre position là-dessus? Est-ce qu'elle est de fermeté et donc celle de l'aile dure des policiers comme elle l'était tout à l'heure? Écoutez, je pense que on abuse de la garde à vue. Parce que, quels que soient les sujets, maintenant, dit-on pour protéger aussi l'intimé, si j'ose dire, on met en garde à vue à peu près systématiquement. Mais il y a quelque chose qui me choque, qui est parallèle à cela, c'est l'emploi des menottes. On voit dans toutes sortes de circonstances, et quand elles ne s'imposent pas du tout, non seulement qu'on menotte les gens, mais qu'on les menotte dans le dos. C'est ce qui crée évidemment une prévention de culpabilité aux yeux des gens qui regardent cela. Voir quelqu'un de menotté, c'est déjà pratiquement quelqu'un qui est coupable. Et ça, je trouve que c'est tout à fait dommageable. Excusez-moi, c'est le Pen nouveau qui est arrivé depuis qu'il n'est plus président du Front National. Ah mais oui, on vous attendait pas. L'émission est commencée depuis 10 minutes. Vous êtes solidaire du peuple tunisien et content qu'il se libère. Vous êtes pour que l'on ne porte plus les menottes. Vous êtes pour ces... Mais c'est parce que vous ne nous écoutez pas. C'est ça le problème. C'est que quand le Front National parle, on écoute de ce qu'il dit que un certain nombre de sujets, l'immigration, l'insécurité, par exemple. Mais j'ai fait l'autre jour une conférence sur l'euro, n'est-ce pas? Eh bien, ça a duré 3 quarts d'heure. Pratiquement, il n'y a pas eu une ligne sur le sujet. En revanche, on m'a posé une question sur la lutte interne, enfin, je veux dire, le combat interne de la présidence du Front National. C'est la seule chose qui a été retenue. Oui, voilà. Mais là, franchement, nous, enfin, peut-être vous allez dire, c'est parce qu'on a des idées préconçues, mais on n'imaginait pas Jean-Marie Le Pen choqué devant sa télé au moment où on voit une intervention de la BAC, par exemple, et que ça vous choquait de voir des policiers menotter. Non, ça ne me choque pas de voir des gens avoir des menottes. Ça me choque de voir mettre des menottes en toutes circonstances et à tout le monde. Donc vous êtes plutôt sur le côté libéral dans ce débat sur la garde à vue. Je suis pour la défense des libertés publiques et pour leur limitation que c'est strictement nécessaire. Je crois que la règle, c'est la liberté et la contrainte, c'est l'exception. Eh bien, ça c'est le FN Soft et on y reviendra tout à l'heure. Sur Europe 1, Michel Field, Olivier Duhamel, Mediapolis. Les brèves. Et aujourd'hui, des brèves spéciales Tunisie. Révolution, déclaration de Kadhafi samedi dernier. Je suis vraiment peiné par ce qui se passe en Tunisie. Les citoyens dans la rue tuent comme s'il s'agissait de la révolution bolchevique ou de la révolution américaine. À quoi cela sert-il? À renverser Zine al-Abidine? Soyez patient pendant 3 ans et vos enfants resteront en vie. Al Jazeera. Il se passe un drôle de manège au royaume d'Al Jazeera. Les stratèges politiques s'adressent aux stratèges politiques, les éditorialistes aux éditorialistes. Un mécanisme qui tourne à fond pour vendre les révélations du printemps tunisien, tous bon teint et croyants, les laïcs à la porte. C'est le journaliste Taoufik Ben Brik, opposant radical à Ben Ali, qui dénonce ainsi dans l'Humanité de lundi, je cite, une multitude de formations n'existant que sur l'écran d'Al Jazeera. 12 secondes, un mois d'émeute en Tunisie, pas un mot, pas une image dans les JT de la télévision nationale algérienne. Et vendredi soir, jour de la fuite de Ben Ali, la nouvelle est reléguée en 8e sujet et annoncée en 12 secondes. Un professeur à l'école de journalisme d'Alger commente « Pour un Algérien qui ne regarde que la télé nationale, il n'y a jamais eu d'émeute en Tunisie, aucun mort, et Ben Ali a nommé un intérimaire, mais il est parti nulle part ». Le Burnous et Facebook, c'est l'envoyé spécial du Figaro qui a trouvé la meilleure formule dans son article bilan de lundi. Étonnante révolution, celle du Burnous et de Facebook à la fois au pays du jasmin. En écho, ces citations rapportées par Isabelle Mandreau dans Le Monde de mardi, entre eux, les jeunes Tunisiens l'appellent la révolution Facebook. Il était devenu plus dangereux de se promener avec un ordinateur qu'avec un cocktail Molotov. La manipulation impossible. Un conseiller de Ben Ali raconte dans Le Monde de mardi que le conseiller politique avait proposé au chef d'État de mettre en cause un groupe affilié à Al-Qaïda au Maghreb islamique. Pour nos amis français, c'est la seule solution. Réplique de Ben Ali. AQMI en Tunisie, c'est la mort du tourisme. On va se suicider. Les uns et les autres. Ce qui a été présenté comme une autocritique de nos gouvernants par la voix d'Alain Juppé ressemble plutôt à une défausse. Le ministre de la Défense a déclaré que tous les pays, disons occidentaux au sens large, ont considéré que la Tunisie était un pays stable. Sans doute avons-nous, les uns et les autres, sous-estimé le degré d'exaspération de l'opinion publique face à un régime policier et dictatorial. Sans rire, Michel Alliot-Marie écrit en toute modestie un article dans le Figaro de mardi où elle affirme, sans citer la Tunisie, que les fonctions régaliennes que m'ont confiées 2 présidents de la République successifs m'ont amené à connaître la plupart des pays du monde. SIC. La faute aux journalistes. Ainsi, Nicolas Sarkozy s'exonère-t-il sur la Tunisie? Le Figaro de mardi rapporte son propos devant les cadres de l'UMP.
Sur la Côte d'Ivoire, on m'a accusé d'ingérence parce que j'ai demandé le respect du scrutin, et sur la Tunisie, où il n'y a pas eu d'élection, on me reproche mon absence d'ingérence. Qui informe le président ? Nicolas Sarkozy a volontiers affirmé en avoir plus appris sur la situation en Tunisie d'Éric Besson et de sa nouvelle épouse tunisienne que du Quai d'Orsay. Vu le résultat, on ne saurait trop conseiller au président d'appliquer le principe fondamental du journalisme, croiser ses sources. Professionnalisme. Éco-stupéfiant du canard enchaîné. Vendredi 14, le jour de la fuite de Ben Ali, l'Élysée convoque une réunion de crise à 19h45. Fureur du président. Seul François Fillon est présent. Brice Hortefeux, Michel Alliot-Marie, François Baroin et Alain Juppé sont représentés par leur directeur de cabinet. Ils sont partis en week-end, en langage ministériel, dans leur ancienne circonscription. Nicolas Sarkozy les reconvoque le lendemain matin. Seul Alain Juppé manquera alors à l'appel. Il est vrai qu'il n'avait pas proposé le savoir-faire de l'armée française à Ben Ali. Contre-temps, le même jour, le Figaro consacrait une pleine page à MAM avec ce titre très critique. Elle impose son style au Quai d'Orsay. Involontairement ironique, vu le contexte. Europe 1. Mediapolis.net. Arnaud Champremier-Trigano, de quoi allez-vous nous parler ? Eh bien, jeudi dernier, c'était le Conseil des ministres en Tunisie du gouvernement provisoire et l'un des ministres pendant le Conseil s'est amusé à envoyer des tweets, à tweeter pendant le Conseil, c'est-à-dire à tenir informés les gens de l'intérieur et les internautes du monde entier de ce qui se disait dans cette enceinte. C'était des commentaires plutôt narquois d'ailleurs sur les anciens ministres de Ben Ali et puis donner des informations sur les décisions du Conseil. C'est une première, alors évidemment c'est une première en Tunisie, ça c'est peu pratiqué, mais c'est une première mondiale. C'est la première fois qu'un ministre en exercice se met à communiquer via Internet en direct de ce qui se passe. C'est une transparence totale. Et quand on parlait de l'arrivée de cette nouvelle culture génération web, c'est bien cela dont il s'agit. Le ministre en question est le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Slim Amamou, qui est donc un blogueur connu sous le label Slim 404. Et qui a intégré le gouvernement et qui continue à avoir cette pratique politique très différente, très nouvelle. Ce qui est intéressant chez Slim Amamou, c'est que quand il est sorti de prison, donc la semaine dernière, avant d'être nommé ministre, il a annoncé que pour lui, l'acteur principal de la révolution tunisienne, c'était les Anonymous, c'est-à-dire ce groupe de hackers qui est intervenu en soutien de la révolution tunisienne. Hackers, les pirates d'Internet. Voilà. Et donc c'est ce groupe dont j'aimerais vous parler un petit peu, c'est-à-dire que c'est vraiment une coalition d'internautes anonymes qui défendent la liberté d'expression et qui revendiquent une transparence partout, tout le temps, et qui est vraiment une culture spécifique au web. Alors, c'est totalement informe, ça fait penser un petit peu à Al-Qaïda, c'est-à-dire n'importe qui peut devenir un Anonymous. Pas sûr qu'ils apprécient la comparaison, oui. Mais en tout cas, sur la structure, c'est la même chose. C'est une nébuleuse. Voilà. C'est ça, c'est une nébuleuse. Et puis, tout le monde peut se devenir un membre d'Anonymous, il suffit de... Et alors, ils font quoi, Anonymous ? Alors, ils ont été identifiés à partir de 2008 dans une bataille qu'ils ont menée contre la Scientologie. À l'époque, la Scientologie a vu une de ses vidéos avec Tom Cruise qui faisait une promotion scandaleuse. C'était une vidéo interne, être postée sur Internet. Et puis, ils ont voulu la retirer quand ils ont vu que ça fuitait. Et les Anonymous ont dit non, pas question. Ça fait partie de ce que vous dites en interne. On veut le voir nous aussi en externe. Et ils ont mené une guerre terrible pendant des mois et des mois jusqu'à ce que cette vidéo soit à nouveau diffusée partout. Et puis, ils ont fait effondrer des sites scientologues un petit peu partout dans le monde. On comprenne bien que pour faire effondrer, ça veut dire que tout d'un coup, on décide à la même heure, la même minute, la même seconde, d'aller en masse sur un site, ce qui fait que ça le sature et que on est obligé de le bloquer. Quelqu'un crée un algorithme, c'est-à-dire une ligne de programme informatique, la met à disposition de tous. Cette ligne de programme permet d'attaquer un site. Tout le monde se met à utiliser ce programme-là et simultanément, dans le monde entier, des milliers, des centaines de milliers ou des dizaines de milliers de personnes se mettent à attaquer en même temps et de façon constante le site qui s'effondre. C'est ce qu'ils ont fait en Tunisie. C'est ce qu'ils ont fait en Tunisie. Sur des sites officiels. Exactement. C'est ce qu'ils ont fait sur des sites internationaux au moment de l'affaire Wikileaks. C'était il y a 2-3 mois. C'est-à-dire qu'ils se sont attaqués à tous ceux qui refusaient l'hébergement de Wikileaks. Quand les hébergeurs ont dit Wikileaks, on arrête de l'héberger, ou PayPal a dit on arrête d'être la banque de Wikileaks, on peut plus envoyer de dons maintenant, ils ont attaqué ces sites à tel point qu'ils ont permis à Wikileaks de continuer à émettre partout et ont sauvé le site. C'est une nouvelle culture. Il y a des manifestations physiques. Ils ont un masque
qui est celui d'un personnage vénitien avec des moustaches qui a été repris dans le film V comme Vendetta. Et donc ils mettent ce masque et on voit des personnes comme ça manifester physiquement. Il y a des vidéos qui sont mises en ligne qui sont très angoissantes, très inquiétantes en disant nous sommes légion, nous sommes partout, nous n'oublions pas, nous vous punirons si vous êtes contre nous. Voilà. Et donc cette culture web, elle est en train de se développer. Là, ils ont annoncé que pour eux la Tunisie c'était terminé, qu'ils allaient passer à d'autres pays, l'Algérie, l'Arabie Saoudite, la Libye. Alors il faut évidemment qu'il y ait des foyers d'internautes dans ces pays-là, donc c'est pas forcément évident, mais en tout cas ils vont mener d'autres attaques et c'est l'incarnation de cette génération web qui porte d'autres valeurs et qui aujourd'hui a trouvé dans Anonymous un bras armé qui peut-être continuera à faire tomber des gouvernements. Vous en pensez quoi, Jean-Marie Le Pen, de cette nouvelle culture politique qui émerge par le net? Eh bien, je crois que c'est tout à fait extraordinaire, tout à fait nouveau, que ça va probablement bouleverser les conditions de la politique elle-même et en particulier de la politique électorale. On l'a vu dans un certain nombre de pays, déjà on l'a vu avec Obama, je crois le net a joué un très grand rôle. Dans les événements de Tunisie, on voit qu'il en est de même. Et je crois que il y aura dans le web la guerre, et avec tous ces excès, et peut-être même jusqu'à l'aboutissement de l'arrêt le contrôle de cette activité par les États qui ne pourront pas supporter cette liberté délirante, en quelque sorte débordante. Et je crois que c'est un phénomène tout à fait nouveau. En tous les cas, moi je constate qu'en ce qui nous concerne, notre site de politique est le premier de France devant les grands partis politiques, mais qui eux ont d'autres moyens que nous n'avons pas, nous, de presse, ni de radio, ni de télévision. Mais le site est très très suivi. Et ça, je pense que dans les batailles prochaines, et en particulier dans la présidentielle, ça jouera un rôle à condition qu'on ne se fasse pas attaquer massivement par les Anonymous qui nous empêchent de parler. Premier Trigano. Non mais c'est vrai que votre famille politique est extrêmement présente sur Internet. Ça s'est fait à la fin des années 90 parce que précisément, considérant que les médias traditionnels vous accordaient peu d'espace, il y a eu un vrai investissement de l'extrême droite sur Internet et beaucoup de sites ont été créés à ce moment-là. Et comme la campagne va se jouer en 2012 énormément sur Internet, c'est un atout que vous avez, et puis que d'autres familles politiques ont aussi, pour d'autres raisons, les écolos ont aussi une tradition particulière, les partisans du non de gauche ont aussi une expérience. C'est en fait les deux grandes familles politiques, PS, UMP, qui sont les moins implantées parce qu'ils ont trop vécu sur les autres médias. Et voilà. Ça. Donc là, ça peut s'inverser, effectivement. Voilà, obsession présidentielle à suivre. Sur Europe 1, Michel Field, Olivier Duhamel. Mediapolis, obsession présidentielle. Dans mon cœur, Jean-Louis Borloo n'a rien décidé pour 2012. Je réfléchis à un projet de société, j'essaie de trouver un chemin de justice et de progrès, c'est ça qui m'anime, rien d'autre. Il faut que je fasse le tri dans mon cœur, dans ma tête. Propos rapportés par le Parisien de mercredi, la chanteuse Bibi, muse de Borloo, tout simplement. DSK baisse et monte. Aléa des sondages. Celui sur les primaires de l'IFOP pour François du 7 janvier voyait DSK en recul de 5 points chez les sympathisants du PS ou de la gauche. Celui d'intention de vote des 13-15 janvier de BVA pour Orange et l'Express le donne en tête au premier tour avec 31% des voix et écrasant Nicolas Sarkozy au second tour avec 64% des suffrages. Corpus Christi. Dans Libération, on peut lire que Jean-Luc Mélenchon n'est pas plus impatient d'être candidat que le Christ de monter sur la croix. Anticipe-t-il ses résultats au soir du premier tour où il s'écrirait « Père, Père, pourquoi m'ont-ils abandonné ?» Délire d'interprétation. Parce qu'il aurait confié à Martine Aubry et à Laurent Fabius qu'il leur ferait part de sa décision après les cantonales, les interprètes autoproclamés de la pensée de Dominique Strauss-Kahn y ont vu le signe que leur favori allait y aller. Et pourquoi donc ? Parce qu'après les cantonales, il sera trop tard pour dire non. Bref, moins il parle, plus il en dit, et plus les augures peuvent se gourer. Drôle de dame. En choisissant jeudi soir un petit village minier du Pas-de-Calais pour présenter ses vœux à la population, Ségolène Royal a envoyé un signe à une concurrente et à une adversaire. À Martine Aubry en venant chasser dans les terres des puissantes fédérations socialistes du Nord et du Pas-de-Calais, à Marine Le Pen en étant à quelques kilomètres de son fief d'Hénin-Beaumont. Europe 1, Mediapolis. Le dossier. Vive la France! Vive le Front National! Vive le Front National! Vive la République! Vive la France! Voilà, Marine Le Pen et Jean-Marie Le Pen lors de vos discours le week-end dernier à Tours. On va scruter ce que tous les observateurs ont noté, à savoir quand même une différence, un curseur qui se met sur
une autre rhétorique presque de Marine Le Pen par rapport à la vôtre. Et là, on en a déjà un exemple. Vous concluez vos discours. Vive la France, vive le Front National, ça n'étonne personne. Marine rajoute vive la République. Et de la même façon, dans son discours, on va y venir sur la laïcité, sur la République, sur les valeurs. On a l'impression que ça n'est plus exactement le même discours. D'ailleurs, certains grognards du Front National ne s'y trompent pas, qui partent ou expriment leur mécontentement en disant le front n'est plus dans le front. Alors soyons juste déjà précis sur ces deux fins de discours. La République. Est-ce que c'est délibérément que vous n'avez jamais terminé vos discours par vive la République? Première question. Et deuxième question, est-ce que vous saviez que le lendemain, votre fille ferait revenir la République? C'est inexact. J'ai terminé certains discours par vive la République quand le sujet s'y prêtait. Et quand il y avait une raison de le dire. Mais pour votre dernier discours de président, on vient de l'entendre, vous ne le dites pas, elle le dit. Oui, est-ce que c'est délibérément que vous ne le dites pas? Non, est-ce que vous le savez qu'elle va le dire? Pas du tout, je vous dis, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, mais là je n'ai pas l'occasion de le dire. Je termine mes discours généralement par la formule vive le Front National, vive la France. Et est-ce que vous saviez qu'elle allait le dire? Mais ça ne m'a pas choqué du tout. Non mais pardonnez-moi, excusez-moi, nous sommes à Mediapolis, d'accord? Une émission qui essaye de décrypter. D'accord, je comprends bien. Ma question, tous les médias ont commenté massivement le fait que dans son dernier discours de président du Front National, Jean-Marie Le Pen ne l'avait pas terminé avec la formule vive la République, et que dans son premier discours de président du Front National, Marine Le Pen l'avait fait. Ma question est juste très très simple. Est-ce que ce duo avec, sans, plus exactement sans, puis avec la République a été délibéré entre vous deux, ou est-ce que c'est un pur hasard qui a donné lieu à tant de commentaires? Pas du tout, c'est un pur hasard, et en l'occurrence, Marine, il est évident, a fait porter son effort dialectique, si j'ose dire, sur la laïcité et sur la République. Et je crois qu'elle veut marquer, en effet, cela. Elle veut que le pays sache que le Front National est un mouvement républicain, ce qui lui est quelquefois, à tort, contesté par ses adversaires. À tort et pas à tort, parce que quand on revoit l'histoire de votre mouvement, vous avez aggloméré au Front National, ça a d'ailleurs été l'une des clés de votre succès politique, des tendances. À l'intérieur du Front National, il y avait quand même, vous pouvez pas le nier, des gens qui sont venus vers vous et pour qui la République était encore la gueuse. Et vous avez un peu surfé comme ça entre eux. Et là, on a l'impression que Marine veut une sorte de clarification idéologique. Non, absolument, mais mon critère de rassemblement, moi, c'est un critère national. Par conséquent, tous les gens de bonne volonté, patriotes, je souhaitais les rassembler, quelles que soient leurs options particularistes, si vous voulez. Et c'est cela la différence. Mais Marine, elle, fait un discours politique d'investiture, en quelque sorte, devant le Congrès, qui vient de l'élire président du Front National, et elle marque, en effet, que sa volonté de devoir considérer le Front National comme un mouvement républicain. Donc il y a un tournant idéologique, quand même. Comment? Il y a un tournant idéologique. Non, c'est pas un tournant, non, c'est une précision qu'elle apporte, elle. C'est sa touche à elle. Et Marine Le Pen n'est pas Jean-Marie Le Pen, c'est une autre personne. On va en juger d'ailleurs avec un deuxième thème. La France que j'ai connue lors de mon arrivée en politique, bien que laïque, restait profondément enracinée dans la chrétienté, avec ses églises remplies le dimanche et des prêtres dans chaque paroisse, prenant eux aussi leur part de la noble tâche de transmission du flambeau de notre héritage spirituel et historique. L'État doit être le garant, y compris contre la dérive des partis, de la stricte application des principes républicains et en tout premier lieu la laïcité. Donc à nouveau, votre dernier discours de président samedi dernier, le premier discours de Marine Le Pen, votre fille, dimanche dernier. Vous, bien que laïque, et vous parlez de la chrétienté, elle n'évoque plus la chrétienté et dit en tout premier lieu la laïcité. Alors donc nous disons, c'est quand même une inflexion sérieuse par rapport à d'ailleurs beaucoup de commentateurs, et encore plus de politiques, il faut bien le dire, qui disent qu'il n'y a absolument rien de changé. Et vous êtes sur une ligne intermédiaire, c'est une petite touche, c'est pareil mais c'est pas pareil, c'est plus mais c'est pas plus. Oui, mais vous comparez des choses qui ne sont pas comparables, vous isolez des textes à un certain moment dans ces discours, ça ne représente pas, je crois, une divergence d'ordre politique. Je rappelle d'ailleurs qu'en 2007, j'avais été spécialement à Valmy faire un discours qui montrait bien que le Front National se définissait comme un mouvement républicain. Mais nous acceptons, comme l'a dit Marine, le passé de la France, nous l'assumons, aussi bien la monarchie que la Révolution, que l'Empire, que la République. Et presque le Front Populaire. Presque le Front Populaire. Pourquoi pas, après tout? Non, mais Front Populaire a mal fini, il faut dire. Alors, différence, pas différence, on va y revenir après une publicité. Sur Europe 1.
Michel Field, Olivier Duhamel. Mediapolis. Le dossier. Rafour crématoire, détail de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, inégalité des races. Tous mes propos ont été détournés. Les hussards noirs de la Troisième République, les résistants de 40 ou les soldats de notre Empire. Alors là, on est toujours dans l'inflexion que vous voulez nous faire passer. Là, il y a quand même deux France. Alors, je veux bien que le Front National récupère l'histoire de France dans son entier, mais vous conviendrez quand même que les deux références ne sont pas exactement les mêmes entre Marine et vous. Mais, par exemple, qu'est-ce qui nous... Je vous ai rarement entendu évoquer les hussards noirs de la République, les résistants de 40. Et vos références sur ce que vous pensez avoir été déformé, votre jeu de mots sur du Rafour crématoire, le détail de l'histoire, en gros, je sais pas, vous savez, ça me fait penser à la famille sans vous manquer de respect, la famille des Guérini à Marseille. C'est-à-dire, il y avait Mémé Guérini qui était du côté de la résistance, Antoine qui était du côté des collabos, comme ça, on couvrait tout le champ. Et cette répartition-là me fait penser à ça. Écoutez, je vais vous faire une confidence. J'ai failli, dans mon discours, au moment où j'évoque la mort de mon père, j'ai failli dire quelque chose que je n'ai pas dit, par pudeur peut-être, c'est que la mort de mon père me faisait probablement le plus jeune résistant de France, puisque j'avais 14 ans et que c'est moi qui, contre la volonté de ma mère, ai pris la décision de garder chez nous un fusil de guerre, un fusil Lebel et un pistolet qu'avait mon père. Je rappelle que nous étions en zone interdite et que la possession de ces armes entraînait pour ma mère, en tout cas, la peine de mort et pour moi, la déportation. Par conséquent, moi, je veux bien entendre parler de la résistance par beaucoup de gens qui ne l'ont pas faite. Et moi, j'ai été un résistant sans carte, sans réseau, comme dit beaucoup de Français. Et je l'ai été, je crois, très très jeune. On vous a rarement entendu exalter la résistance comme Marine Le Pen le fait, alors que, voilà, et les hussards noirs de la République, je vous ai jamais entendu les glorifier. Mais vous avez tort, parce que, écoutez, il y a sur l'INA, je sais pas, je crois que c'est 300 discours de Le Pen. Si vous voulez vous donner la peine de les écouter, vous vous apercevrez qu'en effet, je cite dans mon discours d'ailleurs de dimanche, j'ai parlé à la fois de la manière dont on apprenait le patriotisme, aussi bien chez le vicaire que chez mon instituteur socialiste, borgne de guerre, qui sur son violon nous faisait chanter « Nous aimons la patrie étant tous bons français, à toi France chérie, la grandeur et la paix ». Ne me dites pas ça, puisque justement j'ai cité cet instituteur, non seulement de gauche, mais socialiste, avant la guerre, en 39 à la Trinité. Donc pas une feuille de papier à cigarette entre Marine Le Pen et vous sur ces questions-là. Bien sûr que si, c'est une femme, elle a 40 ans de moins que moi, elle a une autre sensibilité, une autre perception, mais idéologiquement, si je puis dire, les idées politiques sont les mêmes, voilà. Alors, puisque nous sommes à l'heure des confidences, est-ce que vous pouvez nous expliquer deux choses? La première, toute simple, ça voulait dire quoi, du Rafour crématoire? J'ai jamais compris ce que ça voulait dire. Écoutez, il fallait reprendre la phrase. J'ai dit ce ministre de l'ouverture, dans laquelle à qui vous avez d'ailleurs accordé une postérité. Ce ministre de l'ouverture, dans laquelle il est d'ailleurs immédiatement tombé, a demandé l'extermination du Front National, y compris avec l'aide des communistes. C'est du Rafour et du Moulin. Du Rafour crématoire, voilà. C'était ça, c'est rien. C'est un discours de fin de banquet improvisé. Et en même ça n'a temps, aucune volonté et donc de fin de banquet. Vous étiez un peu rond. Non, j'étais pas rond, mais non, mais je dis c'est du Rafour. C'est un jeu de mots. Bon, on peut considérer qu'il n'est pas très fin, c'est possible, mais ça n'est pas un drame politique comme on l'a érigé. Mais alors on a du mal à suivre parce que vous dites c'est rien, et puis en même temps dans votre dernier discours, vous faites un malin plaisir à revenir sur ça, à reciter du Rafour crématoire, à reciter le détail. Mais je dis, en disant d'abord que ça a été déformé par la médias. Qu'est-ce qui a été déformé? J'ai dit que ça a été, j'ai été l'objet de persécutions à partir de mots comme cela. Et on m'en a reproché 5 en 50 ans de vie politique. C'est à peu près le seul reproche qu'on a pu me faire. Je dis que c'est abusif. Mais est-ce que ça anormal? Alors, est-ce que ça n'a pas été une tactique de votre part, puisque finalement, c'était un chiffon rouge que vous agitiez, tous les médias, et à chaque fois, finalement, est-ce que le succès politique du Front National qui vous a conduit à un moment au deuxième tour de l'élection présidentielle, ça a été grâce à ces dérapages ou ces polémiques, ou ça a été malgré eux? Et d'ailleurs là-dessus, soyons francs, quoi. On dit que s'il y a un point de
de différence entre vous et votre de fille. friction. C'est que vous, et parfois en effet de friction, c'est que vous pensez que ça a été un atout pour le Front National, que ça n'a pas été un handicap du tout, et elle, au contraire, que ça a permis une diabolisation et qu'il faut la dédiabolisation. Ça a été un handicap pour nous, ça a été un handicap pour le Front. Ça a servi de prétexte à des tas de gens de ne pas nous donner la parole. Une affaire comme Carpentras, dans laquelle le Front était totalement innocent, ça a entraîné des conséquences terribles. On nous permettait plus, on nous louait plus de salles, on ne parlait plus de nous dans les médias, etc. Donc, ces persécutions ont eu un effet. Les gens qui les ont organisées ont gagné en quelque sorte, et ils ont freiné la montée du Front National quelquefois de façon décisive. C'est la raison pour laquelle je l'évoque en disant nous avons été persécutés, et je cite 3 ou 4 exemples. Mais pourquoi vous en remettiez tous les 3-4 ans? Comment? Pourquoi vous en remettiez une tous les 3-4 ans? L'inégalité des races, la race juive, ça existe. Jusqu'à la semaine dernière, écoutez, on voit pas sur son ça va nez vous qu'il est étonner, juif. c'est parce que je suis un homme libre qui ne parle pas sous le coup de la censure intérieure. Moi, j'exprime mes sentiments, je me crois dans un pays libre. Je crois que j'ai le droit de dire ce que je pense, et les gens ont le droit d'en penser ce qu'ils veulent. Trouver que c'est abominable, que c'est affreux, etc. Ce que je trouve scandaleux, c'est que ça donne l'occasion de poursuites judiciaires et de condamnation pénale, quel que soit, c'est souvent pas des déclarations. Quand j'ai dit, bon, il y a en France 6 millions, 8 millions de musulmans, quand ils seront 20 millions, nous devrons descendre des trottoirs et baisser les yeux. J'ai été condamné pour ça à 3 mois de prison avec sursis et 20 000 euros d'amende. Je trouve ça scandaleux. Homme politique, j'ai le droit de dire un certain nombre de choses. J'ai été condamné pour avoir fait une affiche électorale non à l'islamisme. Enfin, voyons, Marine Le Pen a raison de vouloir finalement banaliser cet aspect-là du Front. C'est-à-dire que Marine Le Pen se rend compte justement du handicap que ça a constitué pour le Front National, et Marine Le Pen essaye de ne pas prêter le flanc. Elle se dit, après tout, mon père ne se limitait pas dans sa liberté de parole, eh bien peut-être faut-il accepter de se limiter soi-même. Et vous en pensez quoi, vous? Peut-être qu'elle n'a pas les mêmes obsessions que vous, si vous me permettez. Mais j'ai pas d'obsession, moi. Bon. Je n'ai aucune obsession, je tiens à le dire. Elle a raison ou pas de vouloir polisser, en tout cas, l'expression publique de... Mais c'est son tempérament, moi j'ai un tempérament, je ne m'accepterai pas comme homme politique si je ne disais pas ce que je pense. C'est comme ça que je suis. Brut de décoffrage, peut-on penser, mais c'est comme ça que je suis. Merci. Jean-Marie Le Pen. C'était du Jean-Marie Le Pen, brut de décoffrage.